Bonjour à vous tous. Bonjour ce matin. Nous sommes le 22 mai 2020 à 8 heures. Je partais pour dire 20 heures. Me semble que ça sonnait bien. 2020, 20 heures. Hey, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Encore une superbe entrevue qui s'en vient aujourd'hui. Demain, on va jaser avec un président d'entreprise. Vous allez voir une super entrevue demain. Dimanche, vous le savez, le dimanche, c'est un petit peu différent des autres jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va à messe. Non, c'est pas vrai. Dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de santé morale, de santé physique, etc. Et j'ai quelqu'un qui est spécialisé en TDAH qui va venir avec nous jaser. Fait que Annick Vincent, qui est propriétaire de la clinique Focus, va venir vous parler du TDAH. Ça prend pas de pause durant le coronavirus et on va voir un peu comment ça fonctionne avec les enfants et aussi comment ça fonctionne avec les gens plus adultes. Mardi soir, j'ai une séance webinaire comme je fais chaque mois, questions et réponses. Fait que le mois dernier, je pense, ça a duré 3 heures. Il y a eu de la question, ça a été incroyable. Et on a envoyé des courriels pour avoir des idées de questions des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient jaser. Et j'ai les questions que je vais répondre pour vous. On a la formation location achat le 30 mai. N'oubliez pas ça non plus pour les gens qui ont de l'intérêt avec la location achat. C'est le 30 mai. Chalet locatif le 6 juin et le 9 juin, on a Airbnb. Et n'oubliez pas, pour les gens qui ont de l'intérêt avec le coaching double, qui est notre formation majeure chez MoFacile, on fait de la formation en classe et de la formation en personne. On va visiter des immeubles. C'est sûr que là, avec le COVID, on est en virtuel, mais vous pouvez la reprendre tant que vous voulez, la formation, quand elle va revenir, il n'y a aucun problème. Fait que je vous laisse, fait que vous pouvez appeler directement au bureau pour avoir plus d'informations. On est avec Marc-André Dayan ce matin de GSC. Bon matin, Marc. Bon matin, Justin. Content de te revoir. Ça fait excellent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai suivi le cours, moi, d'entrepreneur général, là, 2 ans, peut-être, 2-3 ans. Puis, chouf, j'avais réussi à passer l'examen. J'ai été correct. Hey, un matin, Marc-André, on va faire un peu différent. On va aller plus en profondeur dans les formations de licence RBQ. On va aller voir exactement c'est quoi qui se passe, les examens, comment ça fonctionne. Pour les gens, moi, je me rends compte que les gens et les investisseurs ont beaucoup peur de « Hey, entrepreneur général ». Ça fait peur de devenir entrepreneur général, puis c'est pas si pire que ça parce que j'ai passé à travers, puis j'ai réussi. Ça fait que ça doit pas être si pire que ça. Alors, souvent, le monde a une mauvaise perception. Ils pensent que les examens d'entrepreneur général, c'est plus fait pour les vraies personnes de construction. Mais souvent, on se rend compte que les gens, investisseurs, ces gens-là réussissent souvent mieux que des personnes de métier de construction directement. C'est bon, ça. Hey, on a beaucoup de gens matin qui sont avec nous déjà. Jean-Michel, Marc, Jack Benzacouen. Bon matin, Jack. Paula, Patrick, Sandra, Nick, Linda Lemelin. Bon matin, Linda. Et on va débuter avec la première question. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu? Pas juste ce matin, mais en général. À tous les matins. À tous les matins. Qui es-tu? Ben moi, je m'appelle, donc si on répète pas ce que tu as dit, je m'appelle Marc-André Dayan. J'ai commencé dans le domaine un peu au début des années 2000, parce que moi, mon background, si on veut, je me dirigeais vraiment pas vers le domaine de la construction du tout. C'est moi de juste faire un petit recul en arrière rapidement. Ma famille était dans des salons funéraires, fait que si on comprend, là, on est vraiment dans un domaine ailleurs. Aïe aïe! Je me dirigeais comme croque-mort. Là. Puis là, au début de ma vingtaine, je me suis tanné. Je dis non, moi, c'est correct, je veux sortir de cet environnement familial-là. Puis je suis allé faire des études en administration. Okay. Donc, j'ai malheureusement pas terminé, mais pas mal avancé mon bac en administration. Mais on peut presque dire que j'ai mon bac en administration. C'était ça mes études. Puis au début des années 2000, j'ai rentré comme travailler dans une association entrepreneur. Une petite association d'une bonne envergure qui s'appelle la CSGM, que c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu le métier.
Puis de cet endroit-là, j'ai commencé vraiment à vraiment apprendre comment ça fonctionne au milieu de la construction, mais surtout, ils m'ont comme garoché sans que je le veuille à donner de la formation. Je me dirigeais pas être un formateur. Puis vu que j'avais des études en administration, ils m'ont dit, ben, Marc-André, je pense que tu serais peut-être la bonne personne pour commencer à donner le cours d'administration, parce qu'on sait, on va le voir tout à l'heure, mais dans les examens qu'on doit passer à la RBQ, un des examens qui fait souvent le plus peur aux gens, c'est l'examen d'administration. Fait que moi, j'ai commencé à former les gens sur cet examen-là. Okay. Les années 2000. Mais là, moi, après quelques années là-bas, je te dirais, c'est à l'entour de 2008, j'ai décidé, parce que les choses n'avançaient pas à mon goût, puis je me rendais compte que moi, j'avais une vision que je veux aller à quelque part avec ce que j'appelle, moi, dans le fond, les nouvelles sortes d'associations. J'ai décidé de vouloir partir moi-même mon propre association, mon propre regroupement, pour former les gens puis leur offrir une panoplie de services. Parce que, vous allez voir, on va peut-être en parler aussi, mais je trouve que dans la construction, il y a beaucoup de vieilles associations que j'appelle un peu des associations un petit peu dinosaures. Ça, on les connaît toutes les grosses associations, que souvent, tu te rends compte quand tu es dans ces genres d'associations-là, c'est quasiment tout est l'autre. Tu veux faire un virage à droite, c'est compliqué de faire tourner la machine pour prendre une nouvelle direction. Fait que j'ai décidé de partir ma propre association, mon propre regroupement d'entrepreneurs. OK. J'ai commencé à donner justement mes propres formations que moi, j'ai comme un petit peu réinventé. J'ai dit, regarde, pourquoi ça serait lourd de venir faire une formation, qu'on peut rendre ça intéressant, puis on peut rendre ça vraiment que le monde se rende compte que c'est vraiment utile qu'est-ce que tu apprends là, quand tu fais des formations. Au lieu de juste aller t'asseoir puis d'écouter des choses sans que tu trouves vraiment, tu fais pas le lien avec ton travail quand tu fais une formation, puis tu fais juste entendre des affaires que c'est des lois, puis c'est des lois, puis c'est des lois, ça devient lourd. Fait que j'ai commencé un petit peu de partir ça d'une autre manière pour vraiment aller intéresser les gens. Là. Fait que tout ça s'est passé, c'est à peu près au début de l'année 2008. Fait que ça fait 10 ans, il y a à peu près 2 ans. Là, fait que justement, là, c'est ça que ça a commencé l'histoire de GSC que j'ai créé. La même année que Imo Facile est parti. 2008. Excellent. Fait qu'après ça, tu as créé GSC, mais c'était spécifiquement pour aller chercher la licence d'entrepreneur ou c'était pour autre chose? Non, ben à la base, justement, en 2008, je te dirais, je n'avais pas encore tout à fait mis en place ce concept de regroupement d'associations. C'était vraiment au départ, c'était des formations vraiment axées sur aller chercher la licence RBQ. Ça, c'est ça qui a vraiment été mon point de départ. Je savais que ça, c'était un besoin qui était criant. Là. Beaucoup de monde, quand moi, je formais déjà dans les autres associations, ils me demandaient si je pouvais venir les aider à les former peut-être plus un peu en privé parce qu'ils savaient que j'avais un peu une bonne façon de former les gens puis que ça allait vite puis qu'on perdait pas de temps. Fait que c'était vraiment, au départ, c'était vraiment axé sur la formation pour la RBQ. Après ça, on a évolué puis on a plein d'autres formations, on offre plein d'autres services, mais c'était vraiment ça le point de départ. Mais pour devenir formateur à RBQ, tu n'avais pas besoin d'avoir été sur le chantier. Non, c'est ça du tout. Parce que justement, c'est ça que je vais vous expliquer. Quand je dis que souvent le monde, il pense qu'aller chercher une licence RBQ, il faut vraiment que tu aies beaucoup d'expérience sur un chantier de construction directement. C'est pas du tout le cas, parce que je vous dirais vraiment les examens, la majorité des examens à la RBQ, c'est vraiment plus axé sur savoir gérer une entreprise. Puis gérer une entreprise de construction, c'est pas nécessairement beaucoup différent de gérer n'importe quelle autre entreprise. Fait que les examens sont vraiment plus basés là-dessus, surtout si on parle des examens d'administration, ces choses-là, ils veulent juste savoir si tu es un bon gestionnaire. Fait que ça, justement, avec mes études d'administration, ça a été facile pour moi de commencer à enseigner ça. Fait que c'est vraiment plus sur savoir gérer une business. C'est ça qui importe surtout, je vous dirais, la RBQ. Ils veulent pas savoir si la personne est bon pour cogner des clous. Ils veulent savoir, es-tu capable de bien gérer une business pour être sûr que ta business, elle va rester en santé puis elle va pas fermer, justement. Là. C'est tellement bien décrit qu'est-ce que tu viens de dire là, que c'est pas aller cogner des clous, c'est faire de la gestion. C'est ça, les entrepreneurs. Et la plupart des gens se mêlent avec ça. Ils ont beaucoup, beaucoup de misère à faire le lien. C'est quoi la licence? Puis, tant qu'à parler de licence, je vais te faire démêler. C'est quoi la RBQ et la CCQ? Oui, ben c'est ça. Très bonne question. Fait que si je vous l'explique rapidement, la RBQ, moi, comment je dis ça normalement, c'est que la RBQ, ça s'adresse à l'entrepreneur, la personne qui veut partir sa propre business. Lui a besoin pour pouvoir soumissionner puis prendre des contrats, c'est prendre une licence RBQ. Fait qu'une licence RBQ, ça te sert
pour agir en tant qu'entrepreneur. Ça te permet de démarrer ta compagnie de construction, de soumissionner, de prendre des contrats, de vendre des maisons, de flipper des maisons. C'est ça que ça permet la licence RBQ. Tandis que la carte de compétences de la CCQ, ça sert plutôt aux travailleurs. Les gens qui sont sur le chantier en train de travailler avec les outils, ces travailleurs-là doivent posséder des cartes CCQ pour travailler. Puis des cartes CCQ, il y en a, on ne rentre pas dans le détail, mais il y en a pour tous les métiers. Tu as des cartes de peintre, carreleur, briqueteur maçon. Fait que ça, c'est la grosse différence. Donc, souvent, le monde, justement, qu'est-ce qui se mélange? Il pense à tort que ça prend une carte CCQ pour aller chercher ta licence RBQ. Mais c'est pas du tout le cas. Même si moi, j'ai aucune expérience de chantier de construction, je sais pas travailler manuellement sur un chantier, je peux démarrer ma compagnie, aller chercher ma licence RBQ en faisant mes examens que moi, je peux vous aider à vous préparer. Puis une fois que j'ai ma compagnie, puis que j'ai ma licence, puis que je prends mes contrats de construction, je vais engager des employés qui, eux, vont avoir des cartes de compétences de la CCQ pour effectuer des travaux. Donc, pour avoir une licence, ça ne prend pas de carte CCQ. Parce que la licence, on s'appelle, ça permet à l'entreprise d'agir en tant qu'entrepreneur et de faire des travaux de construction, rénovation ou bien agir comme promoteur immobilier. Peux-tu me donner, c'est quoi la définition des lettres RBQ, CCQ? Donc, RBQ, c'est pour Régie du bâtiment du Québec. Et la CCQ, c'est la Commission de la construction du Québec. OK, parfait. Le Québec à la fin. Québec. Donc, la CCQ, c'est pas les cartes de compétences du Québec. Non. Excellent. On a une question qui est rentrée de Patrick. Tu les vois à droite. Je vais te les poser, Marc-André. Est-ce que j'ai besoin d'une licence pour faire de la gestion de projet en sous-traitance? Ben, ça, c'est une bonne question. Il faut juste faire attention. C'est que si je vous donne un exemple, disons que moi, j'engage un entrepreneur pour me construire un immeuble. Si l'entrepreneur engage ce qu'on appelle un genre de gérant de projet, quelqu'un pour faire de la gérance du projet, si tu fais de la gérance de projet, mais tu es juste là comme étant ce que je pourrais appeler un genre de expert conseiller qui est là pour dire si les choses se font comme il faut ou non, ça prend pas de licence, mais faut pas que l'argent passe par les mains du gérant de projet. C'est-à-dire, l'entrepreneur, lui, engage un gérant de projet, mais il ne faut pas que ce soit le gérant de projet faut pas que l'argent passe par lui puis que le gérant de projet, lui, paye les sous-traitants puis qu'il achète les matériaux. Moi, comme entrepreneur ou comme constructeur propriétaire, si je paye moi-même mes sous-traitants, j'achète moi-même mes matériaux, je peux me payer à côté un genre d'expert conseiller, un gérant de projet qui va être là pour superviser les choses, mais l'argent ne passe pas par lui. Donc, si l'argent ne passe pas par lui, cette personne-là ne sera pas responsable, n'aura pas besoin d'avoir de licence RBQ pour ça. Exact. Mais si l'argent passe par le gérant de projet, puis c'est le gérant de projet qui paye les sous-traitants puis qui achète des matériaux, ça lui prend une licence RBQ. Dans mon cas, j'ai fait de la gestion de projet, de la gestion de chantier pendant des années quand j'ai débuté comme ingénieur et il n'y avait rien qui passait dans mes mains côté argent, mais c'est moi, j'avais 75 électriciens à gérer ces chantiers de construction. Ça fait que oui, je n'ai eu à gérer, mais je n'avais pas de licence à RBQ pour la faire. Exact. C'est ça. Tu étais vraiment un expert conseiller. Avec ton expertise, toi, tu l'as amené là. C'est vraiment des conseils, ça ne prend pas de licence, si on pourrait dire, là, quand tu es là pour un point qu'il faut faire attention, que j'ai vu dans le multilogement, c'est que les gestionnaires immobiliers, des fois, ils vont dire « Ah, je vais aller embaucher un électricien, plusieurs personnes de métier. » Ils vont me faire facturer ça, puis je vais refacturer au propriétaire. Parle-nous donc de ça, ouais. Là, ça ne marchera pas, justement, là, parce que si, justement, l'argent passe par tes mains, parce que c'est toi qui factures les sous-traitants pour faire, si on veut, un peu de compte, toi, tu refactures au propriétaire, là, tu agis exactement en tant qu'entrepreneur. Puis c'est là que la RBQ, là, si tu te ferais attraper à agir de la sorte, là, tu pourrais avoir les... Puis on sait, Catherine nous en a souvent parlé, les amendes, comment c'est rendu... dégueulasse à la RBQ, c'est très, 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 très élevé. Là. Fait que, non, on ne pourrait pas faire ça. Ouais, ben, je connais un gestionnaire qui s'est fait pincer comme ça. Ben, ça, il ne faisait pas méchamment, mais il est obligé de changer sa façon de faire à cause de ça. Exactement. On a une question de Paula. Est-ce qu'il faut payer la licence RBQ à chaque année? Oui, fait qu'une licence RBQ, vous donnez une petite idée, c'est un petit peu comme un permis de conduire. Fait que la RBQ, comme un permis de conduire, quand tu l'as, que tu l'utilises ou non, il faut que tu le payes. Faut que tu l'aies ta licence. Si tu as l'intention d'utiliser, ce que je veux dire, là.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as une licence RBQ, que j'avais fait un contrat dans l'année ou que j'en avais fait 150, ça, c'est le même prix. Puis si je veux garder ma licence ou mon permis valide à chaque année, il faut que je le repaye à chaque année. Fait que chaque année, il y a un renouvellement à payer. Okay. Pour vous donner une idée, une licence d'entrepreneur général, annuellement, ça coûte à peu près 800 $ par année pour la garder en vigueur. OK. Plus le cautionnement. Plus le cautionnement obligatoire qui coûte environ 600 $ par année. Parfait. Excellent. On a Patrick Vaillancourt. Bonjour, Patrick, qui nous dit, moi, j'ai des cartes de compagnon et 25 ans d'expérience dans le domaine. Si je m'en vais suivre le cours d'entrepreneur général, est-ce que j'ai des cours que j'ai pas besoin de suivre? Malheureusement, non, Robert. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tu as beau être un travailleur avec beaucoup, beaucoup d'expérience. 95% des questions d'examen pour aller chercher une licence, ça ne parle pas vraiment de questions de chantier de construction, comment savoir travailler. C'est plus vraiment toutes des questions de gestion d'entreprise, de connaître les lois qui existent, les lois et règlements dans la construction. Fait que non, ça ne va pas t'exenter. C'est sûr que ton expérience risque peut-être de quand même te rendre la vie un peu plus facile pour certains examens, puisque dans certains examens, dont je pense surtout à l'examen de gestion de projet de chantier, que ça, c'est plus un examen que l'expérience rentre beaucoup en ligne, parce qu'on va beaucoup poser de questions de mise en situation sur comment réagir dans un chantier quand il arrive tel ou tel problème. Ça va t'aider à passer l'examen peut-être un peu plus facilement ton expérience, mais ça ne va pas t'exenter. Je dirais, si je peux prendre une petite minute, là, la seule chose qui existe pour te faire exempter de certains examens, c'est qu'on peut faire la RBQ, ce qu'on appelle un dossier de reconnaissance des compétences. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un diplôme en administration ou en comptabilité, il peut être capable de peut-être se faire exempter de l'examen d'administration. Mais encore là, la RBQ, on met ça vraiment pas facile. Parce que pour te faire exempter, exemple d'un examen, il faut que tu prouves que tu as exemple des études dans le domaine. Donc, administration, si tu as exemple un bac administration, tu peux peut-être exempter. Mais en plus d'avoir le bac, il faut que tu prouves que tu as aussi accumulé au moins 5 ans d'expérience dans l'administration d'une entreprise de construction. Fait qu'il faut que tu prouves que tu as un CPG avec L'étude du dossier coûte à peu près 800 $ par examen que tu aimerais faire exempter. Puis présentement, depuis qu'ils ont mis ça en place, ça fait déjà 10 ans, je pense que j'en ai jamais vu personne le faire parce qu'il y a presque 7-8 mois d'attente pour l'étude du dossier. Puis là, après 7-8 mois, ça se peut qu'ils disent, ben non, finalement, on n'accepte pas ta reconnaissance. Fait que tu comprends, personne ne va prendre cette avenue-là. Ils vont dire, ben, fuck off, je vais faire directement l'examen à la place pour étudier, puis en dedans d'un mois, je vais avoir mes affaires. Fait que c'est pour ça que ça existe, le dossier de reconnaissance, parce qu'il y en a des fois qui me disent, non, c'est pas vrai, ça existe, c'est vrai, mais c'est tellement long, tellement compliqué que personne ne va prendre ce chemin-là. Mais ça existe. C'est une façon de dire, oui, ça existe, mais on veut pas avoir aucun dossier, fait qu'on met ça pour 8 mois. Fait que, exactement. C'est une belle façon. OK. On a la question ici, je pense qu'on y a répondu. Robin Vaillancourt, travailler en inspection et consultation. Est-ce que j'ai besoin d'une licence RBQ? Non. Parfait. Benji, est-il vrai qu'il est interdit de faire un flip, que tu détiens un flip sans avoir de licence RBQ? Ben, juste comprendre, Benji, quand on dit que tu détiens un flip, ça veut dire que tu achètes un immeuble. Si tu achètes un immeuble dans le but de le rénover et de le revendre, oui, exact. Ça prend une licence RBQ parce que ça revient à la notion que la RBQ appelle de promoteur immobilier. Okay? Ils ont mis beaucoup l'accent là-dessus dans les dernières années là, pour vraiment que le monde comprenne que quand tu agis comme promoteur immobilier, ça prend une licence d'entrepreneur. Donc, quand tu veux acheter un immeuble dans le but de le rénover et le revendre, oui, tu agis comme promoteur, oui, ça prend une licence. Exact, parfait. Et à moins que tu fasses un flip qu'il n'y a pas de réno dedans. Si tu achètes une maison, tu fais juste la nettoyer, tu la revends, là, tu n'as pas besoin de licence RBQ. C'est quand il y a des travaux que tu as besoin de licence. Exactement. Jarreau qui demande comment on fait pour trouver des travailleurs avec des cartes CCQ si on n'est pas dans le domaine de la construction. Ben écoute, comment ça fonctionne, Jarreau? Là, ça risque de changer. Je t'aurais dit avant le COVID, c'était extrêmement difficile. La main-d'œuvre était tellement rare là, que c'était très, très, très complexe. Mais sinon, je te dirais des façons de chercher de la main-d'œuvre que des gens qui ont des cartes CCQ. La CCQ elle-même, tu peux les contacter. Ils ont des listes de travailleurs qui sont disponibles parce qu'eux autres ne travaillent pas. C'est sûr, le problème avec ça, on s'entend que, surtout dans les périodes qu'on a depuis une couple d'années, la construction roule tellement dans le fond. Les gens qui sont disponibles pour travailler en plein mois d'août,
sur la liste de la CCQ, c'est sûrement pas les champions du monde, là. OK? Fait que c'est pas les autres que tu as le goût d'embaucher nécessairement. Mais ils ont une liste de personnes qui sont sur cette liste-là, qui seraient disponibles techniquement. Mais c'est vraiment pas les meilleurs. Mais pour quelqu'un qui commence, dis-moi donc, Marc-André, c'est d'aller chercher un entrepreneur général, puis l'entrepreneur général s'occupe d'embaucher ses hommes de métier. Exactement. C'est ça que je fais tout le temps, moi, parce que je suis pas dans le métier, mais je n'ai fait 92 flips, là. C'est sûr, je vais aller chercher un entrepreneur général, il y avait tous ces gars de métier, puis son plombier, son électricien, son tireur de joint, son peintre, je me cassais pas la tête, là. Sinon, ce que je pourrais dire, moi aussi, peut-être selon ma vision à moi, disons que tu as ta licence d'entrepreneur, tu veux toi-même faire ton projet. Oui, tu n'es peut-être pas obligé d'engager un entrepreneur général si tu penses que tu as assez de compétences pour le gérer toi-même ton projet. Mais au lieu d'engager des employés qui ont des cartes CCQ directement, moi, je conseille aux gens à la place, c'est mieux de sous-traiter un sous-traitant. Parce que tu sais que quand tu sous-traites des travaux à quelqu'un, lui, il va te donner un prix, il va te dire, regarde, je te pose ta céramique pour 3000$. Ce qu'il ait fait pas correctement, puis il faut qu'il le refasse, c'est à lui de le faire à ses frais, là. Quand tu engages directement un travailleur qui a ses cartes, si en plus tu as pris quelqu'un sur la liste qui n'était pas un des meilleurs au monde, s'il a fait ta job plus croche, puis il faut qu'il recommence, il faut que tu le repayes, l'employé. Tu peux pas dire à l'employé refait ta job gratuitement, là. Quand c'est un employé, c'est complètement différent, là. Il doit garantir sa job, il n'a pas le choix de la refaire à ses frais s'il l'aurait mal faite, là. Excellent. Hey, t'es super populaire en matin, mon ami. Tu devrais voir la quantité de questions qui rentrent. J'aurais jamais pensé être plus populaire que Kathleen. Ouais, c'est ça. On va comparer à la fin, ouais. Valérie Bouchard, bonjour Valérie. En tant qu'investisseur immobilier, quels sont les avantages d'avoir la licence ARBQ d'entrepreneur général? Donc, en tant qu'investisseur immobilier, ben, justement, l'avantage, ben, c'est aussi une obligation. Si on parle que tu as l'intention d'agir comme promoteur, c'est obligatoire d'avoir la licence pour faire de la promotion immobilière. Puis ce que j'appelle promotion immobilière, j'achète un immeuble que j'ai l'intention d'améliorer, de rénover puis de revendre. Il faut que j'aille absolument ma licence RBQ. Sinon, c'est les amendes de la RBQ qui sont très, très, très dispendieuses que tu pourrais peut-être t'exposer d'avoir. Aussi, je te dirais, c'est un avantage. Là, je suis pas nécessairement dans le domaine directement, mais est-ce que la clientèle aussi a plus confiance quand tu fais des flips puis que le client voit que tu as une licence RBQ? J'imagine que oui. Ça doit quand même être sérieux. C'est un avantage que je verrais surtout avoir la licence RBQ pour les investisseurs immobiliers. On a une très bonne question de Mana. L'entrepreneur omet de payer ses sous-contracteurs. C'est le proprio d'immeuble qui se verra poursuivi par les sous-contracteurs non payés s'ils ont préalablement dénoncé leur implication au projet. Comment un proprio peut faire pour se protéger? Ben ça, en gros, là, on embarque un peu plus dans le juridique. Là. Je ne vais pas m'avancer trop loin, mais ce que je pourrais dire, si moi, comme propriétaire, j'engage un entrepreneur général pour rénover mon immeuble, le général va engager des sous-traitants. Si les sous-traitants ils dénoncent leur contrat à mon attention avant de commencer leurs travaux, ce que ça fait, c'est que le sous-traitant va avoir le droit à la fin, s'il ne se fait pas payer, de prendre une hypothèque légale sur mon immeuble. Fait que la question, comment est-ce que je fais moi pour me protéger? Ben, c'est simple, c'est ça le but d'une dénonciation de contrat, c'est que moi, quand je reçois des dénonciations de certains sous-traitants, ma responsabilité comme propriétaire, c'est qu'avant de payer l'entrepreneur général, je vais demander à l'entrepreneur général de me fournir ce qu'on appelle des quittances pour me prouver que les sous-traitants ont bel et bien été payés. Fait que si le général ne me fournit pas de quittance comme quoi que le sous-traitant n'a pas été payé, ben l'argent, l'exemple du sous-traitant pour la peinture, là, je ne vais pas le donner au général, cet argent-là. Je vais dire au général, tu ne vas pas donner la quittance, l'argent, je la garde. Comme ça, au pire, si le peintre il vient me voir, on va le payer directement. C'est un petit peu ça le principe de dénoncer le contrat, c'est que ça permet de dire au propriétaire, maintenant, tu as été avisé qu'il y a des sous-traitants qui travaillent sur ton immeuble. Donc, avant de payer le général, assure-toi qu'ils sont payés avec ce qu'on appelle des quittances avant de payer le général. Sinon, tu retiens l'argent. Comme ça, tu ne paieras pas en double. On va embarquer un petit peu dans la formation. Le temps passe vite. Avant de répondre aux prochaines questions, on a justement Alexandre qui nous demande c'est en quoi consiste une formation d'entrepreneur général. Il y a 7 modules au total. Fait qu'on va aller avec les 7 modules après l'autre. On va reprendre quelques questions. On va revenir après ça pour rentrer en détail dans chacun des modules. OK? Parfait. Vas-y.
nous, quand on dit qu'on a 7 modules, nous, on a bâti notre formation en 7 modules différents pour être en mesure de préparer les gens aux examens d'entrepreneur général. Mais comment ça fonctionne, les examens à la RBQ? C'est qu'à la base, peu importe la licence que les gens vont aller chercher, puis là, je parle que tu ailles chercher une licence d'entrepreneur spécialisé en toiture, en céramique, ou tu vas être entrepreneur général, tout le monde doit faire au moins les 3 examens de base, qui sont l'examen d'administration, de gestion de sécurité et de gestion de projet. Fait qu'il y a 3 examens de base que tout le monde doit écrire pour commencer. Puis par-dessus ça, quand tu veux devenir entrepreneur général, tu as d'autres examens supplémentaires à écrire qu'on appelle les examens d'exécution de travaux. C'est plus des examens qui vont être basés sur le Code de construction du Québec. Là, c'est un petit peu plus technique, c'est de connaître comment chercher dans le Code de construction et d'aller trouver des normes de construction. Parce qu'il faut savoir que quand tu construis, exemple, un immeuble, il faut que tu saches le corridor, de quelle largeur il faut qu'il y ait au minimum. Tu ne peux pas le faire à 23 pouces. Il y a des normes à respecter quand tu construis un immeuble. Si tu construis un plancher, des fois, un plancher, dépendant s'il se situe entre 2 usages différents, ça se peut qu'on exige que le plancher soit construit d'une certaine façon pour avoir une résistance au feu minimale. Fait que ça, c'est des normes qui viennent du Code de construction. Fait que ces examens-là, ça, c'est ce qu'on doit faire pour atteindre le niveau d'entrepreneur général. Mais si je commence par vous expliquer les examens de base, comme je disais au départ, tu as l'examen d'administration, sécurité, gestion de projet. L'administration, je ne sais pas si tu veux que je rentre ça dans le détail des cours. Allons-y. L'administration, ça, c'est vraiment plus un examen qui va être basé, comme je disais tout à l'heure, sur savoir gérer une business. Puis ce module-là d'administration, lui, il y a beaucoup de matière à connaître. C'est que je te séparais la matière, si vous voulez, en trois modules distincts. Il y a un premier module qui va plus être axé sur tout ce qui est les relations de travail. C'est de connaître que dans la construction, ça prend des licences RBQ pour des fois que justement, ça, c'est des questions qu'ils vont vous poser. Est-ce que ça prend une licence RBQ pour être promoteur immobilier? Fait que ça, ils veulent que le monde sache ces réglementations-là. Fait qu'il faut connaître comment ça fonctionne la RBQ, la CCQ. Il faut savoir aussi, quand tu embauches des employés, comment ça fonctionne. Est-ce que tu payes ton employé selon les règles de la CCQ? Est-ce que tu payes tes employés selon les normes du travail? Tout dépendant quel type d'employé tu vas avoir. Fait qu'il y a vraiment ce module-là de connaître les relations de travail, tous les différents organismes de la construction, comment ils agissent dans la construction de ces organismes-là. Tu as aussi un autre module que ça, souvent, ça dépend des gens, mais si je parle des fois plus de ma clientèle, qui est plus les gens de métier de construction, ils vont trouver ce module-là un peu plus dur. C'est plus un module de gestion financière, que c'est vraiment plus connaître, avoir de la base en comptabilité puis en gestion financière. Ils veulent que les entrepreneurs sachent comment lire des états financiers. Tu sais, quand tu as une business, c'est bien beau, comme je disais tout à l'heure, que tu cognes des super beaux clous, mais si tu ne sais pas lire tes états financiers, tu ne sais pas gérer ta business, ça ne marchera pas. Là. Eux autres, c'est un des points très importants. Vous devez être en mesure d'être capable de lire un état financier. Vous devez être capable de calculer certains ratios pour voir ton entreprise. Est-ce que tu as assez de fonds de roulement dans ton entreprise? C'est quoi ton rendement brut sur tes ventes? Il faut que tu saches calculer ces genres de ratios minimum-là que nous, on va vous montrer dans la formation. Puis il y a aussi tout l'aspect aussi, ils vont même aller un peu plus loin, ils veulent que tu saches aussi quand tu gères une business, comment ça fonctionne, le marketing. Tu sais, ceux qui ont déjà fait des cours à l'université, j'imagine que vous vous rappelez tous quand on parle de marketing, on revient tout le temps sur les 4 P du marketing, fait que ça, on va en reparler de ces choses-là, tout ce qui est les notions de management. Puis tu as aussi un troisième volet dans l'administration qu'on appelle plus le volet sur les lois et règlements, que ça, c'est le module justement chez nous, chez GSI, qui est donné par notre avocat. Fait que le module de loi, mais là, ça revient justement, il faut que tu connaisses les différentes formes juridiques qui existent au Québec. Est-ce que tu pars une entreprise enregistrée, une société en nom collectif, une compagnie incorporée? Il faut surtout savoir, justement, on a eu une question un peu là-dessus tout à l'heure, comment ça fonctionne, toutes les procédures d'hypothèque légale pour te protéger. Il faut que tu saches qu'il faut que tu dénonces ton contrat avant de commencer tes travaux. Il faut que tu saches c'est quoi ton délai maximal pour publier ton hypothèque légale. Fait que ça, c'est plus les modules qui sont le module que j'appelle de loi et règlement, qui va traiter de cette information-là. Tu as vu que ces 3 premiers modules-là que je viens de vous expliquer, ça, c'est ce que tu dois étudier et maîtriser pour passer l'examen d'administration. Mais c'est pas un examen qui est. Je l'ai passé l'examen, c'est pas un examen qui est très dur à passer. En tout cas, moi, je l'ai trouvé relativement facile. Là. T'as raison. Comme je dis souvent, mais c'est pour ça que je faisais une distinction. C'est pas que je veux séparer ma clientèle en deux, mais souvent, comme je dis, je le vois que les gens, quand on parle d'investisseurs immobiliers, que c'est plus souvent des hommes ou des femmes d'affaires.
ces notions-là, ils ont déjà de base dans leur logique. Ils réussissent très bien. Des fois, quand je parlais, moi, de certains gens de métier, quelqu'un que lui, c'était tout le temps un gars qui n'a pas été une fois à l'école super longtemps, c'est une personne super manuelle. Des fois, lui, le côté de comptabilité, là, il ne veut même pas en entendre parler, c'est sa comptable qui s'en occupe. Eux, ils ont plus de misère que toi. Mais avec la formation, je te dirais, là, c'est pas de la science, c'est pas de l'astrophysique qu'on fait, là, ça se fait quand même assez bien. Hey, avant d'embarquer dans la prochaine partie, on a vu l'administration, c'était quoi? Combien dure le cours au total pour les 7 modules? Combien d'heures? Les 7 modules au total, je te dirais, c'est pas loin d'une trentaine d'heures de formation. Parfait. C'est sûr, encore là, tout dépendant de chacun. Après ça, c'est sûr, il faut que tu dises, je vais ajouter certaines heures d'études. Surtout, je te dirais, les études que vous devez garder en tête, ça va être de passer quand même des heures, surtout pour vous pratiquer pour les examens d'entrepreneur général, qui, eux, c'est plus technique, ça demande plus de pratique. Les autres modules, quand tu l'as, c'est assez instinctif. Le monde, ils n'ont pas besoin d'étudier ça trop longtemps, ça va super bien, mais c'est ça la formation, une trentaine d'heures, je te dirais. Combien coûte le cours? Linda Lemelin nous demande ça. Le cours d'entrepreneur général, normalement, la formation est 1 800 $, mais je sais qu'il y a un prix spécial pour les gens de IMO Facile, que honnêtement, c'est Catherine qui est ici, je ne me rappelle même plus c'est quoi, mais c'est moins cher que ça pour les personnes IMO Facile. Fait que ça, c'est c'est le coût de la formation. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres coûts qui s'ajoutent par-dessus ça, parce qu'il faut payer des frais à la RBQ, il faut payer la licence, il faut payer un cautionnement. Fait que pour ça, je te dirais, vite comme ça, aller chercher une licence d'entrepreneur général peut coûter environ, au total de frais, 3 500 à 4 000 $ environ. Parfait. On a Sandra qui nous demande, j'ai fait ma formation en gestion d'entreprise de la construction à Pierre Dupuis, au public. Je suis donc exempté des examens. Je me demande, j'ai combien de temps pour aller chercher ma licence, car je ne suis pas encore prête à débarrer une entreprise. Tu devrais suivre le coaching double, Sandra, ça t'aiderait pour démarrer plus vite. Exactement. Une plug! Mais écoute, c'est vrai que ça, c'est une formation qui existe à la commission scolaire. Je crois que le cours dure plus que 6 mois, je pense. Mais normalement, tu n'as pas de délai en tant que tel. Tu peux décider dans 1 an, 2 ans d'aller chercher, de faire reconnaître ta formation et d'aller chercher ta licence. Mais juste, je te dirais, fais attention, parce que je sais que des fois, c'est arrivé à certains gens aux alentours de l'année, il me semble, 2015. La RBQ a fait une réforme. Fait que tous les gens qui avaient des diplômes d'école qui étaient reconnus pour la licence, leurs diplômes ont tombé, qui étaient nuls, ça ne marchait plus, la reconnaissance ne marchait plus. Fait qu'en temps normal, c'est bon, il n'y a pas de limite de temps. Mais si la RBQ décide, exemple, en 2022, de faire une réforme de ses examens, puis ils disent à cette heure, pour être entrepreneur général, on met ça plus difficile, ça se peut qu'ils disent que ton diplôme sera plus bon. Tandis que si tu fais sortir et mettre ta licence, mais une fois que ta licence est émise, tu peux la remettre de côté, mettons que tu n'en as pas de besoin pour tout de suite, tu peux la laisser comme dormante, tu peux la laisser 5 ans dormir comme ça, puis tu ne perdras pas tes qualifications. Fait que moi, je te conseille, j'ai oublié la personne qui a posé la question, mais fais mettre une licence d'ici maximum 1 an ou 2 juste pour ne pas prendre de chance au cas qu'il y a une réforme et que tu perdes toute ta qualification. Hey, les amis, si vous aimez les entrevues IMO Facile, allez donc cliquer sur J'aime IMO Facile. Vous allez avoir tout ça dans votre fil d'actualité. Et aussi, si vous aimez l'entrevue d'un matin, un beau cœur à Marc-André pour qu'il ait un peu d'amour pour le remercier d'être avec nous un matin. Et hey, c'est incroyable la quantité de questions qui rentrent. Oui, hein, je comprends les règles dans la construction. Là. Je comprends qu'il y en a des questions. Hey, c'est Patrick Vaillancourt. On va essayer, qu'est-ce qu'on va faire, Marc-André? On va essayer de raccourcir un petit peu les réponses parce que je vois qu'on a le plus possible. Fait que Patrick Vaillancourt qui demande, est-ce que tu as des dates pour la formation? Comment ça fonctionne? Écoute, Patrick, juste vite fait, là, normalement, des dates, on en a chaque 2 semaines, je parle des nouveaux cours en classe. Là, on s'entend qu'à cause de la COVID, on a un petit peu mal pris, mais on devrait recommencer des cours, si tout va bien, j'espère, début juin. Mais sache, Patrick et les autres, que si vous voulez commencer dès maintenant votre étude, maintenant, on a mis tous nos cours en ligne. Fait qu'il y a moyen de les faire à votre rythme. Tu peux commencer dans 5 minutes, on peut t'envoyer un lien si tu veux. Tu peux commencer à faire toute la formation en ligne, qui est vraiment bâtie super bien, super interactif. C'est vraiment intéressant. Puis ça revient à l'équivalent de ce que je donne en classe. Excellent. Isabelle Hébert, quand on est propriétaire et gestionnaire d'un immeuble à logement,
Est-ce qu'on doit avoir une licence RBQ pour pouvoir engager des corps de métier comme un plombier, un électricien, un menuisier? Et la deuxième partie de la question, pour faire de l'entretien d'immeubles. Quand c'est ton immeuble, si tu fais juste faire de l'entretien de ton propre immeuble, tu n'as pas besoin d'avoir ta licence d'entrepreneur général. Il faut que tu fasses engager des gens de métier pour faire les travaux pour toi, mais tu n'auras pas besoin d'aller chercher ta licence. C'est quand tu veux vraiment entreprendre sur ton immeuble des travaux majeurs, tu voudrais, exemple, faire un agrandissement sur ton immeuble, ben là, tu vas avoir deux choix. Soit tu t'engages un entrepreneur général qui va agrandir ton immeuble, ou tu vas devoir aller chercher une licence de constructeur propriétaire pour gérer toi-même tes travaux. Fait que quand ça prend une certaine ampleur, là, il faut que tu aies des qualifications, ils veulent que tu aies une licence. Exact. On a un beau témoignage de Caroline Desbiens. Merci, Caroline. Je recommande fortement la formation avec GSC pour l'obtention de la licence RBQ. Grâce à eux, ce fut simple et obtenu ma licence. Excellent formateur et je suis d'accord avec toi, Caroline. J'ai passé la formation et avant de référer quelqu'un, souvent, je vais aller voir un peu c'est quoi les formations, comment ça fonctionne. Et Marc-André, je te l'annonce, c'est un excellent formateur. Merci beaucoup, très gentil. Bien entendre le matin. Daniel, flip peinture et changer plancher de céramique, est-ce que ça prend la licence RBQ? Flip, oui, ça prend la licence RBQ, certainement. Peinture, céramique, n'importe quel travaux, quand tu fais ça chez les gens, si tu veux te faire engager par quelqu'un pour aller chez quelqu'un peinturer son sous-sol, ça prend une licence RBQ parce que même si c'est des petits travaux d'entretien ou de réparation comme ça, pour la RBQ, si c'est de la construction, tu agis comme entrepreneur, ça prend une licence. Marie-Claire Goyer, bon matin Marie-Claire. Si j'achète un multilogement, dois-je avoir la carte RBQ? Donc, il faut comprendre, acheter un immeuble, ça ne prend pas de licence RBQ. Donc, ça prend la licence RBQ si tu as l'intention, ton immeuble que tu as acheté, de le rénover, de le revendre. Parce que juste donner un exemple rapidement, si moi j'achète un immeuble et que j'engage un entrepreneur général pour rénover mon immeuble, mais l'immeuble, par la suite, je le garde. Je vais louer mes logements à mes locataires. Je n'agis pas comme promoteur, ça ne me prend pas de licence. Je suis un simple client. Là. Ça te prend une licence, c'est quand tu as l'intention d'acheter, faire rénover et revendre. Là, tu agis comme promoteur. Là, ça prend la licence RBQ. Excellent. Jean-François Caron, est-ce qu'on peut faire un flip en embauchant un entrepreneur général sans qu'il soit partenaire avec nous? Donc, si tu fais un flip, comme j'expliquais, j'achète un immeuble, même si j'engage un entrepreneur général qui rénove mon immeuble, si par la suite l'immeuble, je veux le revendre, il faut que j'aille ma propre licence d'entrepreneur général moi-même. Parce que tu agis comme promoteur. C'est ça que le monde, souvent, je sais que ça sonne un peu illogique, là, mais ils veulent que toi, comme promoteur, ils veulent que tu sois directement responsable des travaux. Fait qu'ils vont exiger que tu aies ta propre licence. Fait que même si tu as engagé un général qui a fait la job, faut que tu aies ta propre licence toi-même quand tu fais un flip. On a une question qui s'enligne vers la même réponse. Pour un flip, y a-t-il un minimum de pourcentage de travaux rénaux à faire avant d'avoir besoin de licence? Et la réponse est non. Patrick Richard, est-ce que toutes les réparations... bouge pas. Patrick Richard, est-ce que toutes les réparations dans le multilogement sont régies par la licence RBQ et CCQ? Là encore, là, ça va dépendre du multilogement. Ils ont sorti un... Puis là, je ne veux pas m'avancer trop, je n'ai pas le détail exact de tout le règlement, mais depuis la question là, des gens qui ont fait du bénévolat dans des écoles, puis ces choses-là, qui ont eu un gros tollé, là, oui. Ils ont autorisé les gens, de mémoire, il me semble que c'est les 4 logements et moins, tu peux faire toi-même certains petits entretiens. C'est sûr, là, on oublie l'électricité, plomberie, ça, on ne touche pas à ça, là, mais des petits entretiens, si tu le fais toi-même, tu pourrais être exempté. Mais si on parle que tu engages des gens pour le faire, ceux que tu engages doivent toujours être régis RBQ, CCQ. Là. Excellent. Kathleen, es-tu capable de mettre le lien pour votre site web, s'il te plaît? Nathalie, bien d'accord avec moi. Moi aussi, j'ai adoré la formation GSC. Daniel Baudry, c'est quand la prochaine formation? Dans 5 minutes. Il t'a juste à t'inscrire puis la formation commence. Sandra, je n'ai pas d'immeuble encore, mais j'ai une maison. Est-ce que je pourrais être éligible pour la subvention du coaching double? Appelle au bureau directement parce que on a une subvention avec PACME, avec PACME. Pour le 19 juin, il y a probablement une subvention pour beaucoup de gens qui vont pouvoir avoir le coaching double gratuitement.
faut t'appeler au bureau poste 4. Ils vont t'expliquer un peu les démarches à faire, mais c'est pas nous autres qui décidons si tu es éligible ou pas. Il faut que tu t'inscrives. Tu t'inscris avec le PACME et après ça, ben, si t'es refusé, ben, tu as le droit de dire, OK, j'embarque pas dans le coaching double. Si tu es accepté, ben, tant mieux. Mais c'est pas nous autres qui peut dire, oui, tu es accepté dans le coaching, dans le programme. Ça dépend, ça va par région. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été acceptés en Beauce. À Montréal, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes. Fait que ça va avec les demandes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carl-Éric, il se passe quoi avec les examens? Est-ce que ça va recommencer bientôt avec la RBQ? Écoute, la RBQ nous avait avisé il y a quelques semaines, qui ont avisé certains de nos clients qui prévoyaient recommencer à donner des examens à la fin mai. Là, avec tout ce qui s'est passé, le gouvernement qui n'arrête pas de repousser les dates de déconfinement, ça a été repoussé ça aussi, mais on prévoit, si tout va bien, que début juin, les examens devraient recommencer à la RBQ. Ça, je dis ça sur toute réserve, parce que ça dépend toujours de l'évolution du COVID. On sait bien que si cette semaine, si tout le monde en fin de semaine, il exagère et qu'il y a une remontée de la courbe, ça se peut qu'ils vont encore repousser ça. On peut jamais le savoir, mais normalement, on s'enligne début mi-juin, les examens devraient normalement recommencer. C'est assez spécial d'aller passer les examens-là, parce que je me rappelle quand j'ai passé les miens, tu rentres là, faut que tu laisses ton cellulaire sur un petit trépied en avant, tes crayons, tu as le droit à rien. Je pense que tu as le droit à un stylo. Tu as le droit à un crayon. Même pas de stylo à cette heure. Ils font presque qu'il n'y ait pas de tricherie, là. Fait que absolument rien, tu arrives là tout nu sur la table, puis tu fais l'examen, après ça, tu t'en vas, tu ressors, tu ramasses tes petites affaires sur le trépied, puis c'est table. Ils prennent ça au sérieux. Oui, c'est très, très sérieux. Excellent, Carl-Éric. Avec l'intention d'y habiter, est-ce que je peux refaire une cuisine, salle de bain et plancher sans avoir besoin de licence RBQ? C'est ma maison propriétaire occupant. Donc, ça, c'est une exception. Oui, propriétaire occupant. Ta maison à toi, ton logement que tu habites toi-même comme propriétaire, tu peux travailler dedans, faire des rénaux, rénover ta cuisine. Ça ne te prend aucune licence RBQ, aucune carte CCQ. Bien entendu, toujours les métiers risqués comme électricité, gaz, ces choses-là, ça, on ne touche pas à ça. Tu engages des entrepreneurs spécialisés pour ça. Mais sinon, oui, ta maison que tu habites, ton logement que tu habites, tu peux toi-même refaire ta cuisine. Ça ne prend aucune licence, aucune carte. Parfait. Akram qui demande, si on achète un immeuble et qu'il y a des problèmes électriques, peut-on engager un électricien pour régler le problème ou il faut avoir la licence RBQ pour embaucher cet électricien? Je suis vraiment confuse. Donc, non, tu peux, j'achète un immeuble, j'ai des problèmes électriques, j'ai le droit d'engager directement un entrepreneur électricien pour venir régler les problèmes. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu engages un entrepreneur électricien, pas un employé qui a juste sa carte CCQ. Tu engages un maître électricien qui a sa licence. Puis juste expliquer vite fait, si vous étiez confuse, Akram, c'est que si j'achète un immeuble, puis là on parle autre que ma maison, là, mais c'est un immeuble à revenu, exemple, s'il y a un ensemble de travaux à faire, parce que là, il faut engager des électriciens, des plombiers, des gars de refaire de la ventilation, toucher un peu de la structure. Fait que quand il y a un ensemble de travaux à faire, ça prend de l'expertise, puisque ça prend une coordination pour être capable de bien gérer les corps de métier, savoir qui va venir à quel moment. Là, ils vont dire, pour gérer un ensemble de travaux, soit tu engages un entrepreneur général, ou il faut que tu aies ta propre licence toi-même pour être capable de gérer un ensemble de travaux. Mais juste dire, j'ai un trouble électrique dans mon immeuble, j'ai le droit d'engager un entrepreneur électricien. Ça ne me prend pas de licence pour ça. Parfait. Christian Guillemette qui demande, est-ce que dans mon flip, un entrepreneur spécialisé est reconnu ou ça prend un général absolument? Ça prend un général absolument pour faire un flip. Excellent. Parfait. Robert Forcier, si on fait achat avec option de location achat, est-ce que la location dure 3 ans et je fais des travaux pour rénover licence RBQ? Juste expliquer un petit peu, la location achat, c'est le cours qui s'en vient que j'ai parlé tantôt, là, le 30 mai. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il y a un investisseur qui achète un immeuble, OK? Puis le but, c'est de la revendre dans 3, 4, 5 ans. Fait que là, il y a un locataire qui s'en vient et lui, il tire un profit à chaque mois du loyer. Puis dans 3 ans, par exemple, il va faire un 30, 40 000 sa maison qui s'est entendu au départ.
Fait que là, c'est comme un hybride entre le flip puis le multilogement. Okay. Fait que, faut que, premièrement, il n'y a pas, juste t'informer, Marc-André, les contrats de location-achat ne sont pas au registre foncier. C'est tout privé. Donc, il y a pas, ça apparaît à nulle part. Fait que c'est réellement de la location. Fait que là, c'est comme. Qui paye pour les travaux? C'est-tu le propriétaire ou le gars qui loue le logement qui paye pour les travaux? Ça dépend des contrats. Il y a souvent des contrats quand on fait de la location-achat. Je vais dire, OK, je refais le toit avant que tu rentres dedans. Puis dans la période de location, si par exemple, son enfant pète une vitre, pète des fenêtres ou il y a un dégât d'eau, c'est le locataire qui paye. Okay. Fait que, avant la remise, c'est le propriétaire. Et après que c'est remis, c'est le locataire qui paye pour le reste. Mais le locataire, il paye juste, si je comprends bien, plus pour l'entretien s'il brise des choses. C'est pas il paye pour tout au complet. La tank à eau chaude, lâche, c'est lui qui paye. Non, mais est-ce que le locataire pourrait dire, moi, je décide la cuisine n'est pas assez belle, je la refais à neuf, ça, c'est moi qui paye pour refaire la cuisine à neuf? Ouais, c'est lui qui paye, oui. Ouais. Là, c'est méchant de bonne colle, là. On tombe dans une zone assez grise que. Ouais, je sais pas, moi. Je suis même pas capable de répondre, moi non plus. C'est ça, c'est sûr que du point de vue de la RBQ CCQ, eux autres, ils vont vous dire oui, c'est sûr. Là. Eux autres, dès qu'il y a une zone grise, ils disent que ça penche de leur barre, puis ils vont dire que ça prend des dépenses. Il n'y a pas aucun doute avec ça. Mais il faudrait voir, je vais me renseigner pour être sûr, c'est un beau cas, je vais me renseigner voir qu'est-ce qu'ils pensent, Marc-André, il y a beaucoup plus des demandes de location-achat, là. Mardi, on avait un investisseur, Denis Robitaille, et juste depuis janvier, OK, il y a eu 440 demandes de location-achat. Des gens qui veulent qu'on achète leur maison pour ça, fait que tu vas le voir de plus en plus arriver. Okay. Puis, c'est fou raide, là. Avec le COVID, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà approuvés pour une maison. Ils s'en allaient acheter leur maison. Le COVID arrive et qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus capables d'acheter. Mais il y avait une bonne job avant. Là, la location-achat, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'eux autres vont l'acheter. Ils vont leur revendre la maison dans 1 an, 2 ans, 3 ans quand le gars va avoir la job. Et je te le dis, là, cet été, là, ça va être fou raide. Ça va être fou raide, la location-achat. Les gens qui veulent faire, qui aiment ça, ben, ça va être le temps d'aller vers là. Vite comme ça, si je comprends bien, le locataire, lui, son intention, c'est pas nécessairement de revendre. Lui, c'est souvent. Non, c'est d'acheter. Le locataire, lui, il veut acheter. Le locataire a l'intention à la base, son intention, ce serait de rester dedans au bout de la ligne. Ça pourrait passer que ce serait du propriétaire occupant, d'après moi. OK. Que le but, c'était vraiment de tout le temps revendre à la fin, de flipper, mais sinon, je pense que ça passerait selon moi, là. OK, parfait. Patrick Vaillancourt, et si tu te le gardes, non. Si c'est dans le but de le vendre, oui. OK. Exact. Raphaël demande, est-ce qu'il y a un minimum que tu dois rester dedans pour 1 an quand tu achètes une maison? Y a-t-il un minimum ou c'est un... Ben ça, c'est la grosse question là, que tout le monde pose toujours. C'est sûr que dans les lois, les règlements, il n'y a pas de nombre d'années qui est mentionné. Là. Ce qui parle dans la loi, c'est toujours de l'intention. Si ton intention, c'est de revendre ton immeuble au bout de la ligne pour en tirer un profit, eux autres, ils disent que tu agis comme promoteur immobilier, ça prendrait une licence RBQ. Mais on s'entend que tu le fais une fois, ça va être dur pour eux autres de prouver que ton intention, c'est de le revendre. Tu sais, exemple, j'achète une maison que je fais semblant que je veux l'habiter, je la rénove, au bout de 8 mois, je la revends. Si quelqu'un vient me voir, il va dire « Hey, tu avais l'intention de la revendre? » Je vais dire « Ben non, j'avais l'intention de la garder, mais ma situation a changé. Je viens d'arriver le COVID, j'ai perdu ma job, j'en vends ma maison, c'est pas de ma faute. » Fait qu'on ne pourra pas vraiment me dire que je suis tellement intentionné. Mais où est-ce que les gens se font attraper? C'est quand tu crées un pattern, qu'il y a une répétition qui se fait là. Tu sais, si je fais 5 maisons que j'habite en Saint-Jean, j'ai de la misère à aligner mes doigts. 5 maisons en 5 ans. Mais là, 5 maisons en 5 ans, ça va être dur pour toi de prouver que ton intention, c'était vraiment de l'habiter. Il va falloir que tu ailles des méchantes belles réponses à fournir pour dire pourquoi tu as vendu ta maison à tous les ans pendant 5 ans, tu as fait 5 flips. Ça va être dur de leur faire croire que ton intention, c'était vraiment d'habiter ces maisons-là. Ils vont dire, c'était clair, si tu as fait 5 maisons en 5 ans, c'était clair que ton but, c'était de les revendre à profit pour faire de l'argent avec ça.
Puis c'est là qu'il risque de vous faire des problèmes. C'est la répétition, c'est quand le pattern se crée que là, eux autres, ils ont de plus en plus de viande pour te dire et voilà, on a la preuve que tu étais mal intentionné. Là. Excellent. On va revenir aux formations. On a vu l'admin, on a une formation. Fait que vas-y donc avec les ciseaux. Après l'administration, les modules, exemple, il y a gestion de la sécurité. Gestion de la sécurité, ça, souvent, le monde y pense, ah, ben, j'ai déjà ma carte de santé et sécurité sur les chantiers. Fait que j'ai-tu vraiment besoin de faire l'examen? La réponse, c'est que c'est oui. C'est que comprenez que ceux qui ne savent pas, là, mais la carte de sécurité sur les chantiers, ça, c'est plus les cours que les gens vont prendre. C'est un petit cours rapide où est-ce que tu apprends qu'il faut que tu mettes ton casque sur un chantier, tu dois mettre des bottes. Mais l'examen de gestion de sécurité à la RBQ, c'est plus ou moins ça. C'est beaucoup plus axé sur quand tu deviens un employeur dans la construction, tu engages des employés, comment est-ce que tu vas dealer avec la CSST? Quand quelqu'un se blesse, comment faut que tu payes ton employé? Faut que tu payes les 14 premiers jours, 90% de son salaire net, ainsi de suite. Fait que c'est plus sur le côté administratif de comment gérer les dossiers de la CSST puis comment prévenir les accidents dans tes milieux de travail pour mettre tes employés en toute sécurité. C'est plus cet aspect-là qui est traité dans l'examen de gestion de sécurité. Là. Parfait. Ça, c'est le deuxième module. Troisième module. Après ça, il y a gestion de projet de chantier de construction. Okay. C'est un module, justement, que je disais, les gens qui ont de l'expérience de chantier vont trouver des fois un peu plus facile. Fait que là, c'est plus des questions de savoir comment on gère un chantier de construction. Fait que c'est important dans un chantier de se préparer au départ un échéancier, savoir quelle personne va venir travailler dans quel ordre dans ton chantier. C'est important dans la gestion de projet aussi de savoir soumissionner sur un projet. Comment est-ce qu'on fait une soumission? Il faut être capable aussi de faire des calculs de quantité. Quand tu vas quelque part, tu veux soumissionner, il faut que tu saches combien tu as de pieds carrés de céramique à poser dans l'immeuble que tu veux, où est-ce que tu veux faire des travaux. Fait que ça, dans ce module-là, on va plutôt apprendre à faire des calculs de quantité. On va apprendre à calculer le coût d'un projet. On va apprendre aussi à justement toutes les bonnes pratiques de gestion de projet, comment ça fonctionne avant de partir un projet, de te faire un plan d'aménagement de chantier pour savoir avant de démarrer un projet à quel endroit sur ton chantier tu vas mettre ton conteneur à déchets, à quel endroit sur le chantier tu vas installer la réception des matériaux. Faut pas que tu improvises. Les autres, ils veulent que les entrepreneurs aient des bonnes pratiques de gestion. Fait que ça, c'est plus le module de gestion de projet qui va parler de ces sujets-là. Parfait. Prochain module. Après ça, c'est connexe à la gestion de projet. On a fait maintenant un module de lecture de plan. Parce que dans la gestion de projet, on s'est rendu compte, vous allez voir, à la RBQ, les examens, ils évoluent beaucoup. Ça change constamment. Fait que de plus en plus, on s'est rendu compte qu'ils mettaient beaucoup l'accent sur savoir lire des plans et devis. Puis c'est plus comme avant, tu étais capable de lire un plan de maison de 3-4 pages, c'était correct. Maintenant, ils veulent vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, même si tu fais un gros projet commercial, puis tu as un plan d'un commerce de 40 pages de long, il faut savoir naviguer dans un gros plan commercial. Fait que là, on a vraiment fait un module axé sur la lecture de plan. Pour ceux qui n'avaient pas une réponse assez avancée, on a fait un module de lecture de plan, mais je te dirais, le module de lecture de plan, c'est attaché à la gestion de projet. Ça va comme ensemble. Parfait, excellent. Et finalement, quand on veut devenir entrepreneur général, je dis avoir d'autres examens à passer pour être général. Fait que là, on a fait un module d'exécution de travaux, que ça, c'est un module où est-ce que je vous apprends à naviguer dans le Code de construction du Québec. Fait que ça, encore là, il faut comprendre, il y en a qui ont peur de ça. C'est pas la fin du monde, c'est sûr que ça prend de la pratique, mais il faut savoir chercher dans le code. Il faut savoir que le code de construction, c'est un gros cartable là, de super épais. Il ne faut pas apprendre ça de A à Z, il faut juste savoir chercher dedans. Puis c'est ça que le monde, il faut qu'il se pratique pour devenir de plus en plus habile à fouiller dans le code de construction. Fait que c'est ça qui consiste mon module d'exécution de travaux. Mais lui, ça prend de la pratique. Oui, c'est ça, t'as pas le choix parce que c'est bien beau dire, va voir la table des matières ou l'index à la fin, mais faut t'apprendre à chercher. Là. Exactement. Excellent, parfait. On a Yves Lefebvre qui nous demande construction de mon chalet perso en autoconstruction. J'ai un entrepreneur RBQ en gestion et construction et plusieurs sous-traitants. Besoin d'une licence RBQ pour faire de l'autoconstruction. Écoute, encore là, ça, c'est une zone pas grise, mais c'est ça, c'est un chalet que tu construis pour l'usage de la famille. C'est pas dans le but de faire de la location de chalet. En autoconstruction, ça pourrait passer comme si tu fais ta propre maison. Ça ne te prendra pas ta licence RBQ. Parce que tout le monde, vous savez que quand vous construisez votre propre maison, vous avez l'intention d'habiter, tu fais ce qu'on appelle une autoconstruction.
c'est l'exception, ça ne prend pas de licence RBQ. Puis tu peux toi-même engager tes sous-traitants puis gérer ton projet toi-même. Fait que pour le chalet de la famille, je dirais que ça passerait dans la même idée. Là. Ça pourrait passer en autoconstruction. Mais il ne faudrait pas que ce soit un chalet qui est dédié à la location. Là, ça deviendrait comme un immeuble à revenus. Là. OK. Et comment on fait pour te contacter si on veut avoir plus d'informations sur les formations et un peu de tout? Donc, pour nous contacter, il y a notre site web, c'est que groupegsc.com. Sinon, notre téléphone pour nous contacter directement, puis on répond tout le temps. Je vous dirais qu'on est les seuls, nous autres, week-end, soir, tout le temps, on est là prêts à répondre. C'est le 514-814-5928. Donc, ça, c'est le téléphone pour appeler directement le bureau de GSC. Puis, idéalement, vous demandez à parler à moi directement, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, je pense aussi beaucoup de monde, vous connaissez aussi Kathleen, qui est toujours disponible. Fait qu'on est prêt à vous répondre en tout temps. Puis même si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, gênez-vous pas de m'appeler. S'il y a d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, ça me fait plaisir. J'ai en masse de temps ces temps-ci. Excellent. Merci. Et Akram qui demande, c'est quoi de la autoconstruction? Donc, l'autoconstruction, rapidement, c'est une exception quand tu veux construire ta propre maison, que tu as l'intention d'habiter, toi et ta famille. Tu peux construire une maison toi-même sans être obligé d'aller chercher une licence de la RBQ. Parce qu'on sait que normalement, quand je veux construire un immeuble, j'ai deux choix. Soit je vais chercher ma propre licence de constructeur propriétaire ou d'entrepreneur général pour bâtir moi-même mon immeuble. Ou sinon, si je ne veux pas aller chercher moi-même ma licence, je vais engager un entrepreneur général qui va me construire mon immeuble. Mais quand c'est ta propre maison, tu peux toi-même la bâtir puis engager toi-même tes sous-traitants. Puis même, tu peux même faire certains travaux toi-même dans ta propre maison sans avoir aucune licence. Parce que ça, c'est comme un droit, je pourrais dire, de base. Personne ne peut t'empêcher de construire un toit pour abriter ta famille. Là. Tu veux te construire une maison pour abriter ta famille, là, c'est comme un droit de base. Je ne peux pas dire que c'est dans la Constitution. Je ne sais pas si on a une Constitution ici au Québec, mais c'est partie du droit de base. Excellent. Hey, un gros merci, la gang, d'être là aujourd'hui avec nous autres. C'est super intéressant. Manquez pas demain avec entrevue avec un président d'entreprise. Dimanche, on parle de TDAH. De plus en plus d'enfants et d'adultes sont pris avec ça. On va essayer de comprendre un peu c'est quoi le TDAH et c'est quoi l'impact que ça a en gestion. C'est quoi l'impact que ça a dans les entreprises. Et moi, je le vois dans les coachings que je fais avec les gens. Je le vois dans l'entreprise aussi. Il y a de plus en plus d'adultes qui sont pris avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là ou l'améliorer? On parle de ça dimanche avec une spécialiste, un docteur en psychologie qui va pouvoir vous aider là-dedans. Et si vous aimez les entrevues, n'oubliez pas des pouces vers le haut, des j'aime. Et on va donner plein d'amour à Marc-André aujourd'hui. Et on a plein de commentaires qui nous disent « Patrick, merci, super intéressant. Jean-Michel, merci pour les informations. Très intéressant. Et on termine avec la dernière question. Carl-Éric qui dit « Est-ce que c'est juste au Québec que c'est compliqué comme ça? » Ben oui, malheureusement, on est les seuls chanceux pour que ça soit compliqué comme ça parce que oui, ailleurs au Canada, il n'y a pas de licence RBQ, il n'y a pas de carte CCQ. Ça marche complètement différent. Fait qu'on est les seuls à avoir cette chance-là. Mais nous, on se trouve chanceux. Nous, GSC, on est bien contents. Vous êtes bien contents parce que sans ça, il n'y aurait pas de formation. Ben non, malheureusement, oui, c'est au Québec que c'est compliqué comme ça, oui. C'est plus compliqué comme ça. Hey, un gros merci, Marc-André. Super entrevue. Fait que si vous avez besoin d'informations, n'oubliez pas, c'est 30 heures la formation RBQ. Là, ça prend pas 800 heures là, pour devenir entrepreneur. Là. C'est 30 heures plus les examens, puis c'est 1500 $. Quand vous dites que vous venez d'Imo Facile, vous avez un rabais de 300 $ directement sur la formation et vous pouvez commencer tout de suite tantôt, là, dans 5 minutes. Là. Oui, vas-y. Juste spécifier, Ghislain, ça peut être intéressant pour certains. S'il y en a qui vous êtes à l'aise de le faire 100% en ligne, c'est même moins cher que 1500 $. Je n'ai pas le prix exact, mais il y a même une autre option qui est même un peu moins dispendieuse. S'il y en a qui voudraient se dire, je le fais juste en ligne. Ça, Kathleen va vous donner des informations. Excellent. Fait que Kathleen aura juste à le mettre dans le chat tantôt. Ouais, parfait. Informations sur le prix comment ça en ligne. Excellent. Un gros merci, Marc-André.
Reste avec moi quelques secondes. Parfait. Et merci à vous tous d'avoir été là. Dina, Akram, qui est souvent là chaque matin. Cal-Éric aussi. Nick, qui est souvent là. Christian Guillemette, qui est avec nous. Éric, merci à vous tous d'être là. On se voit demain matin pour l'entrevue 64. Merci, Marc-André. Bye. On a la lumière, on va faire comme Denis Lévesque.